Dans le cadre de nos rencontres littéraires en ligne, nous recevons aujourd'hui Liane Guillaume. Merci Liane d'être des nôtres. Merci à vous Gisèle, merci aux Intemporels. Chère Liane, vous êtes romancière, journaliste, conférencière, femme de théâtre. Vous avez beaucoup voyagé et vécu à l'étranger. Inde, Afghanistan, Russie, Ukraine, Ouzbékistan, où vous avez puisé l'inspiration pour vos nombreux romans. Écrivain globe-trotteur et polyglotte, vous êtes l'un des rares auteurs français à qui des séjours prolongés à l'étranger est inspiré ce que vous appelez des fictions documentaires, où l'intrigue romanesque se nourrit d'une documentation approfondie, aussi bien historique que sociologique, et d'une expérience sur le terrain. On voit que dans tous vos livres, vous avez vécu dans ces pays, vous avez rencontré des personnalités hors du commun. C'est pas de l'info prise sur Internet. Absolument pas, c'est du vécu. Oui. Dans vos livres, dans vos principaux livres, nous pouvons parler d'un livre formidable sur l'Afghanistan, Laveuse de chiens, un livre sur l'Ukraine qui est donc, vous me l'avez dit, actuellement étudié dans une université ukrainienne, oui. Dans il a une été traduit en université, ukrainien. Oui. Les Errantes. Un livre aussi qui se passe à Moscou, non, qui se passe Saint-Pétersbourg, qui se passe à la Tour Saint-Pétersbourg. Ivanov. Nous allons y venir puisque c'est le lieu de naissance de notre héroïne, la Tour Ivanov. Et puis, c'est votre avant-dernier livre, je crois, d'Ouzbékistan, à lire absolument aussi, 1001 jours en Tartarie. Mais venons-en, vous vivez aujourd'hui à Paris et vous venez nous présenter Moi, Tamara Karsavina. Karsavina, oui. Karsavina. Moi, Tamara Karsavina. Et il y a là un bandeau rouge amovible, vie et destin d'une étoile des ballets russes. Alors moi, Tamara Karsavina, c'est une allusion à un vers de Maïakovsky. Et puis vie et destin d'une étoile des ballets russes, puisqu'elle était étoile des ballets russes de Diaghilev, c'est aussi emprunté à vie et destin de Vassili Grossman, du roman de Vassili Grossman. Que de références, chère Diane. Belle, talentueuse, cultivée, Tamara fut l'une des plus célèbres danseuses de son temps, s'illustrant en Russie, puis dans le Paris des années folles, de la Belle Époque, comme vedette avec Nijinsky, qu'elle a très bien connu et dont vous parlez longuement, et les ballets russes de Diaghilev. Et Diaghilev a été son mentor. Absolument. Ça a été un ami de toujours, elle l'a jamais renié, et elle a toujours été proche de lui, quoi qu'il soit arrivé. Quelles raisons ont attiré votre attention sur Tamara Karsavina et vous ont incité donc à écrire cette passionnante et foisonnante biographie? Merci Gisèle. Alors Tamara Karsavina, alors je le précise, elle est née en 1885 à Saint-Pétersbourg et elle est morte à l'âge de 93 ans en 1978 à Beaconsfield, à côté de Londres. Alors, qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressée à elle? D'abord, comme vous le savez, j'aime bien dans mes romans apporter des éléments nouveaux ou présenter des personnages moins connus. J'aime pas répéter ce qui a déjà été dit, etc. Or, il se trouve que Tamara Karsavina, qui était encore plus belle que sa rivale Anna Pavlova, encore plus talentueuse, encore plus douée sur le plan technique, plutôt plus intelligente, moins capricieuse, plus aimable, et qui était à leur époque, puisqu'elles sont plus ou moins de la même génération, Tamara ayant 4 ans de moins qu'Anna Pavlova, oui. Voilà, à leur époque, elles étaient aussi célèbres l'une que l'autre. Tamara était aussi célèbre qu'Anna Pavlova, et donc je me suis toujours demandé pourquoi Anna Pavlova est devenue célèbre au point qu'un gâteau porte son nom, mais hein, oui, la meringue à la d'ailleurs. voilà. Et pourquoi Tamara a sinon sombré dans l'oubli? Elle est encore connue quand même en Angleterre, elle a été une des créatrices, une des fondatrices de la Royal Academy, de l'Académie royale de danse en Grande-Bretagne,
Mais pourquoi elle était beaucoup moins connue qu'Anna Pavlova, sa rivale? Et ça m'a interpellée, ça m'a intriguée, j'ai voulu en savoir plus. Et il y a autre chose. Tout m'emmenait vers Tamara Karsavina. Parce que déjà, quand j'ai commencé la danse classique dans ma ville de province, à Bourg-en-Bresse, sur les murs du studio de danse, il y avait des photos d'Olga Spessitseva, de Pavlova, de Nijinsky, de Serge Liffard. Ça m'intriguait beaucoup. J'avais déjà commencé vaguement à entendre parler des ballets russes. La première musique classique que je me souviens avoir entendue dans ma vie, c'est Pierre et le Loup de Prokofiev, compositeur russe. Le premier ballet dans lequel je me sois produit, enfin en amateur à l'époque, c'est les Sylphides. La danse, oui, beaucoup. Les Sylphides, musique de Chopin, avec une chorégraphie du célèbre chorégraphe des ballets russes, Michel Fokine. Donc tout ça me poussait bien. Ensuite, longtemps après, au milieu et à la fin des années 1990, et puis encore récemment, j'ai eu le privilège d'aller vivre en Russie, d'abord à Saint-Pétersbourg, puis à Moscou. Et là, j'ai appris le russe, je me suis plongée dans la culture locale et j'ai pu développer ma passion pour les ballets russes, mon intérêt pour Diaghilev et particulièrement pour cette Tamara Karsavina. Voilà. Et j'ai lu tout ce qui concernait Tamara Karsavina. Alors, il y a beaucoup de choses sur Pavlova, il y en a moins sur Tamara Karsavina, mais quand même, il y en a beaucoup en russe et en anglais. Et ayant appris le russe et maîtrisant bien l'anglais, j'ai pu me plonger dans les écrits la concernant. Et déjà, pour commencer, par un livre de souvenirs qu'elle a publié en 1930. Oui, j'ai vu qu'elle avait écrit ma vie. Alors elle l'a écrit directement en anglais. Theatre Street, traduit l'année d'après en français et publié en 1930, sous le titre de Ma vie. Et alors, qu'est-ce qu'elle y raconte? Elle y raconte son enfance très heureuse au bord des canaux de Saint-Pétersbourg, entre un père qui avait été maître de ballet du célèbre Marius Petipa. Elle est née en 1885. Oui, elle est née en 1885. Donc, entre un père, donc une mère qui était d'une famille de la petite noblesse, plutôt intellectuelle, apparentée à un des grands penseurs russes, initiateurs de ce qu'on a appelé le slavophilisme. Et sa rencontre avec Diaghilev, elle parle très vaguement de son premier mariage, alors là c'est un sujet douloureux, très peu, je vais y revenir. Oui. Elle parle de ses débuts dans les ballets russes, mais comme elle est très modeste, c'est encore une de ses nombreuses qualités, elle est d'une élégance morale extraordinaire, donc et le livre s'arrête en 1918, au moment où, fuyant la révolution bolchevique, au cours d'un périple rocambolesque que je raconte d'ailleurs dans mon livre, moi Tamara Karsavina, elle quitte pour toujours son pays avec celui qui va devenir, sans doute sur le bateau, on ne sait pas trop, enfin, son premier mari, le diplomate britannique Henry James Bruce, qui sera qui est déjà, à cette époque, en 1918, le père de son fils unique, du fils unique de Tamara Karsavina, Nicolas, qui fera d'ailleurs une carrière d'acteur. Et puis plus tard, dans la firme Schweppes. Voilà. Bon, et donc tout me portait vers Tamara Karsavina. J'ai voulu vraiment... elle méritait qu'on s'intéresse de façon plus approfondie à elle. Il n'existait pas de biographie de Tamara Karsavina. Donc, et alors, autre chose, c'est qu'elle avait toujours rêvé d'une suite à ses mémoires. Oui. D'une suite et d'une reprise à ses mémoires, par elle ou par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a d'abord, ayant publié ses mémoires en 1930, il lui restait encore de longues années à vivre, puisqu'elle est morte à 93 ans, donc les mémoires étaient très incomplets, naturellement. Mais autre chose, c'est qu'elle n'a pas tout dit dans son livre de souvenirs, Ma vie. Pour plusieurs raisons. Pour des raisons politiques, elle ne pouvait pas, quand elle écrit en 1930, parler de ses proches qui étaient restés là-bas, c'était les compromettre, c'était voilà. Donc il y a des événements dont elle ne parle pas, des gens dont elle ne parle pas, en particulier de son premier mari. Deuxième raison, des raisons de pudeur et presque un sentiment de remords.
C'était une femme qui a été très, très courtisée, je le raconte dans mon livre. Elle a abandonné son premier mari, de qui elle était très proche, je le raconte ça aussi. Enfin, elle a eu une aventure avec un homme, elle a eu un enfant, donc elle a jugé que son devoir, c'était... Voilà. Et puis, alors, j'ai beaucoup parlé dans mon livre, surtout des ballets russes, naturellement, dont elle a été la vedette. Alors, elle parle très peu dans ses mémoires, et moi, reprenant sa plume et me glissant dans sa peau, j'en parle, de son grand succès, l'Oiseau de feu, musique de Stravinsky, qu'elle a créé. Et vous savez, elle l'a créé, en fait, ça a été un immense succès. Le rôle avait été méprisé par Anna Pavlova, on y revient, qui trouvait la musique de Stravinsky épouvantable. Donc voilà, ayant été toujours modeste dans sa vie, et puis elle a eu d'autres succès extraordinaires dont je parle. Je raconte aussi les ballets russes de l'intérieur, les grands succès, les échecs, et puis les scandales, l'après-midi d'un faune en 1912. Le Sacre du printemps de Stravinsky dans une chorégraphie de Nijinsky en 1913, puis Parade, le grand scandale de Parade en 1917 que j'analyse. Voilà, je plonge le lecteur dans l'histoire des ballets russes, dans le caractère de Diaghilev et tout ce qui va avec les ballets russes dont on parle peu, la folie qui entourait Diaghilev, les gens qui sont devenus fous autour de lui, Nijinsky, mais il y en a eu d'autres. Les liens des ballets russes avec les États-Unis, il y a eu parmi des tournées, des longues tournées. Il y a eu des tournées et puis surtout la découverte des Américains. Voilà, il y a des danseurs des ballets russes qui ont fini leur carrière à Hollywood. Je parle également d'un amour qu'elle a eu avec un homme qui est devenu président de la Finlande quand même. Mais oui, qu'elle a eu quand même. Qui la couvrait de roses. Voilà, alors tous les jours, c'est un gros bouquet de roses. Voilà. C'est bien que même ici, on ne pourrait pas les mettre. Exactement. Et que ça posait des problèmes de Voilà. Alors il y a une partie, naturellement, j'ai mis, enfin de moi-même, j'ai mis un petit peu de mon imagination dans ce personnage, puisque j'ai eu l'audace, c'est quand même sacrément culotté, mais je l'ai fait, je tenais à le faire, de me glisser dans la peau de Tamara pour raconter les mémoires. Alors c'est pas simplement les mémoires d'une grande ballerine, c'est pas simplement la chronique de la belle époque, des années folles, etc. C'est aussi les mémoires d'une femme qui, à l'automne de sa vie, je devrais même dire à l'hiver de sa vie, se souvient et se confie. Oui. Eh bien, bravo. En tout cas, vous avez tout à fait su vous glisser dans la peau de Tamara, dans le personnage de Tamara. Et il y a des passages extraordinaire, même quand elle est dans sa maison de retraite, ou avec Émilienne, Émilienne dont on apprend justement qu'elle est noire, et qu'elle a adopté complètement les ballets russes. C'est même elle qui veille sur elle. Elle veille sur elle. Alors là, c'est un des rares personnages inventés. Oui. Bien sûr, mais c'est intéressant. Pour la bonne cause. Oui, pour la bonne cause, c'était intéressant de la faire noire aussi parce que il y a des noirs qui apparaissent dans les ballets russes, Sherazade, etc. Donc il fallait pouvoir un petit peu évoquer ce problème qui est un problème devenu d'actualité, le problème aussi ces vieux messieurs poursuivant les jeunes ballerines, etc. Enfin, j'ai raconté tout ça, voilà, moi, Tamara Karsavina. Oui, en tout cas, moi je l'ai lu vraiment d'un bout à l'autre, en justement à chaque page, à certaines pages, me régalant des détails que vous aviez trouvés. Et vraiment, chers amis, j'espère que Liane vous a incité à lire son livre et n'hésitez pas à regarder sa bibliographie qui est également nombreuse et qui fait état de tous vos voyages. J'ai un site aussi sur la GDS, sur la et puis, Société des gens de lettres. Et puis la LGDS, voilà, qui est magnifiquement située rue Saint-Jacques. Absolument. C'est une petite merveille. L'hôtel de Massa, un merveilleux endroit plein d'histoire. Oui, et où il y a une très très belle salle aussi. Où on Absolument. Un jour, vous pouvez venir vous écouter, en parler plus longuement. Merci, chers. Merci à vous. Et merci, chers auditeurs. Merci aux intemporels.